Alors bonjour à tous, je vais vous présenter voilà, dernière présentation de la journée. J'espère que je vais pas trop vous endormir pour terminer. Donc un travail qui porte sur la construction des trajectoires des jeunes docteurs. Donc c'est une sorte d'étude de cas qui est réalisée dans mon université. Alors moi je suis doctorant en sciences économiques, donc, mais je vais vous épargner les modèles et les R2 dans cette présentation. Et ce travail est coproduit avec une collègue de l'université de Poitiers qui travaille au CEP. Je vais vous expliquer ensuite ce que c'est. Alors, un petit peu vous présenter le contexte de la présente recherche. Donc, c'est un travail collaboratif entre l'administration centrale de l'université de Poitiers, puisque le CEP, c'est le service stat en fait, de l'université de Poitiers, qui est chargé de réaliser des enquêtes de suivi. Et c'est sur cette enquête de suivi qu'on a travaillé notamment, et le laboratoire d'économie auquel j'appartiens. Alors, cette étude de cas des docteurs de l'université de Poitiers, c'est un complément qualitatif d'un travail plus conséquent qui entre dans le cadre de ma thèse, où notamment il y a un traitement statistique et économétrique des enquêtes de génération du CEREC, où j'ai fusionné 3 enquêtes génération, 2001, 2004 et 2007, pour voir un peu les trajectoires de docteurs et comment elles évoluent dans le temps. Donc là, c'est vraiment l'idée d'avoir un complément qualitatif, étude de cas sur une université. Alors la population étudiée, c'est les docteurs diplômés de l'université de Poitiers en 2010 qui ont été interrogés en 2013, donc T+3. 163 docteurs avec un premier volet quantitatif, donc c'est l'enquête de suivi à 3 ans ou 30 mois, où 107 docteurs ont répondu, donc un taux de réponse de 66%. Et un volet qualitatif avec des entretiens semi-directifs pour réaliser le portrait de 25 de ces docteurs-là. Voilà, donc essayer d'articuler un peu le quantitatif et le qualitatif. Alors les objectifs de cette recherche, c'est étudier les trajectoires des jeunes docteurs en faisant l'hypothèse qui semble assez évidente que ces trajectoires sont multiples et qu'il y a différentes dimensions qui sont interconnectées. Donc première trajectoire dont on a abondamment parlé aujourd'hui, c'est bien sûr la trajectoire professionnelle. Une fois la thèse terminée, et d'ailleurs même avant la thèse, on a à faire des choix de carrière. Okay. À côté de cette trajectoire professionnelle, selon moi, il y a 2 autres types de trajectoires. Une trajectoire personnelle qui relève de l'ordre du choix de vie et une trajectoire géographique qui implique aussi un choix de localisation. Et moi, ma thèse porte plus précisément sur la mobilité géographique des chercheurs qui est relativement peu étudiée mais qui structure pourtant fortement les trajectoires. Donc l'idée un peu, c'est répondre à cette question, quels sont les déterminants de la diversité des trajectoires observées des jeunes docteurs après la thèse, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs types de trajectoires, hein, c'est pas nouveau. Et 2 sous-questions, dans quelle mesure les motivations et les représentations des docteurs déterminent leur engagement dans les procédures d'accès à l'emploi académique. Donc on va voir, on oppose souvent emploi académique au reste. Et dans quelle mesure les arbitrages entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que l'ancrage géographique des individus, parce qu'avant d'être des docteurs, c'est des individus, vont structurer les trajectoires une fois la thèse terminée. Alors très rapidement, quelques éléments sur la trajectoire professionnelle des jeunes docteurs. Alors, bon, même si on a vu qu'il fallait essayer un peu de dépasser la vision binaire ESR, non ESR, on a tendance à segmenter le marché du travail scientifique entre ce qui relève des emplois académiques, université, EPST, et ce qui va relever des emplois que je vais appeler par la suite non ESR. Okay. Alors, ce qu'on observe souvent empiriquement, c'est que côté recherche privée, il y a un accès qui est relativement difficile. Mais une fois qu'on accède à ce type d'emploi, on se stabilise assez facilement. Alors que dans les carrières académiques, l'accès, on va dire, est relativement facile, mais c'est la stabilisation qui est difficile. Donc on va dire que recherche privée, c'est plutôt l'accès qui est difficile, et recherche académique, c'est la stabilisation qui est difficile. Plusieurs auteurs et études ont montré l'importance de l'anticipation et de la préparation du projet professionnel durant la thèse, qui va fortement conditionner la réussite et la mise en œuvre de ce projet. Avec bien sûr des effets de discipline à prendre en compte. Là, l'échantillon que je vais vous présenter, c'est toute discipline, mais bien sûr, et bien évidemment, notamment sur les opportunités non ESR, on a des différences très fortes entre les disciplines. Et aussi sur la façon dont on produit la recherche pendant la thèse, le rôle des publications, le rôle de la mobilité aussi, avec notamment le postdoc qui va compter dans les carrières, est très différent selon les disciplines. Et on va s'intéresser aussi et questionner au passage la question de l'engagement dans les procédures d'accès à l'emploi scientifique, qui est très normée en France, avec, pour accéder à un poste de maître de conf notamment, le fait d'être qualifié par le CNU. Et alors là, il y a très peu de littérature qui existe, c'est plutôt de la littérature assez
assez blogueuses, on va dire, notamment des billets de Baptiste Coulmont et d'Olivier Bouba-Olga qui sont intéressés à ce qu'on appelle l'évaporation académique, donc des gens qui demandent la qualification au CNU, qui l'obtiennent mais qui ne candidatent pas à des postes de maître de conf. Et ça, dans la construction des trajectoires, on va essayer d'interroger ça. Pourquoi demander la qualif si on ne l'utilise pas pour aller dans des carrières académiques? Voilà, sur le volet plus déterminant perso et géographique, très rapidement, alors le comportement de mobilité géographique, je dirais qu'il y a un relatif paradoxe dans le monde de l'enseignement supérieur et la recherche, pour pas dire un peu une certaine hypocrisie, puisque d'un côté, on a un recrutement local qui est extrêmement fort. Donc dans ma thèse, j'ai travaillé notamment sur des bases de données où on montre que c'est, bon, pour vous donner un chiffre assez choc, 2/3 des directeurs de thèse dirigent leur première thèse dans la même région dans laquelle ils ont soutenu leur propre thèse. Donc relativement faible mobilité, qu'on critique assez fortement, même si on ne connaît pas vraiment les implications. Et à côté de ça, on a une injonction forte à la mobilité, surtout en début de carrière, avec une obligation dans certaines disciplines comme la chimie de faire un postdoc à l'étranger. Côté demande, ce qu'on observe, et dans ma thèse, bon, il y a des documents de travail là-dessus, une mobilité relativement faible des jeunes diplômés qui s'explique par plusieurs choses. Alors simplement, on a un effet quand même, plus on est diplômé, plus on est mobile, ça augmente jusqu'au master et ça redescend pour les docteurs, juste au passage. Donc pourquoi cette faible mobilité? En tant qu'individu, on est ancré géographiquement. Cet ancrage géographique, il est principalement relationnel. Donc j'ai pas envie de rester à Paris parce que j'aime la Tour Eiffel, mais surtout parce que ma famille et mes amis y habitent. Donc c'est surtout un ancrage relationnel qui est renforcé par l'avancée en âge et le fait d'être originaire de sa région de diplôme. Si j'obtiens un diplôme dans la région d'où je suis originaire, j'ai davantage la probabilité d'autant plus forte que je trouve un emploi dans cette région. Voilà, donc quand on sait qu'en moyenne on finit un doctorat en France à 29 ans, forcément il y a un ancrage qui est plus fort. Et le fait d'être en couple et d'avoir des enfants, donc qui implique de négocier des arrangements conjugaux au sein du couple, ces arrangements conjugaux étant plus défavorables aux femmes dans le couple. Voilà. Et qui peut expliquer d'ailleurs l'accès aux carrières académiques, et qu'il y a un effet genre qui va intervenir. Alors, l'enquête de suivi, les données que je vais vous présenter, donc il faut savoir que les établissements ont une injonction, il y a une demande ministérielle pour savoir ce que deviennent nos diplômés. Voilà, donc les OVE dans les établissements réalisent des enquêtes. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'injonction sur les docteurs, c'est obligatoire pour Bac +2, +3, +5, mais pas pour les docteurs. Donc là, c'est vraiment une volonté de l'établissement Université de Poitiers, couplée à mon sujet de thèse, qui a fait qu'on a décidé de mener conjointement cette enquête. Spécificité, c'est que, bon, on l'a dit toute la journée, le doctorat est déjà une expérience professionnelle en soi, la charte européenne du chercheur précisant que le doctorant est un chercheur en début de carrière, et une proportion importante de doctorants étrangers, là aussi on l'a dit, qui peut poser problème sur ce type d'enquête, parce que c'est des fois plus difficile de les avoir, ça peut diminuer fortement le taux de réponse. Alors la population enquêtée, comme je le disais tout à l'heure, 163 docteurs diplômés de l'Université de Poitiers en 2010, l'enquête menée au printemps 2013, donc 66% de taux de réponse, et les entretiens, donc 25, menés au printemps 2014, donc là on est à T+4 après la thèse. Alors très rapidement, statistiques descriptives, voilà, sur les 163, 60% d'hommes, 40% de nationalité étrangère, on retombe sur le chiffre tout à l'heure de la CJC, donc, qui était à 41%. 55% de diplômés d'un master à l'université de Poitiers. On a des chiffres qui sont cohérents par rapport à la moyenne nationale, donc un recrutement des docteurs qui est essentiellement académique, enfin régional. Dans notre échantillon, 2 tiers sciences exactes et 1 tiers sciences humaines. Et un quart de doctorants non financés, quasi exclusivement en sciences humaines, puisqu'on sait que c'est relativement rare que les doctorants ne soient pas financés en sciences dures. La situation à 30 mois des 107 personnes qui ont répondu, on a 89 personnes sur 107 qui sont en emploi à 30 mois, sachant que ceux qui ne sont pas en emploi en ont au moins occupé un depuis la thèse. Donc tout le monde a occupé au moins un emploi pendant la thèse, mais à 30 mois, seulement 89 sont en emploi. 18 sur 89 sont localisés en région Poitou-Charentes, donc ce qui est relativement faible, on pourrait dire, donc une mobilité quand même assez conséquente. 42 occupent un poste dans l'enseignement supérieur et la recherche, 47 en dehors. La stabilité est relativement plus faible dans l'ESR que chez les non-ESR, puisqu'on a 42% de personnes fonctionnaires ou CDI en ESR, alors qu'ils sont 70% chez les non-ESR.
et une stabilisation progressive, puisque la part chez les ESR de personnes qui sont en ATER ou en postdoc, heureusement, diminue dans le temps, mais pèse à 3 ans quand même 22% des docteurs qui ont répondu, donc qui sont encore ATER ou postdoc. Alors si on regarde un petit peu les trajectoires par le prisme de l'accès au poste divin de maître de conférence, donc si on regarde d'ailleurs les motivations à l'entrée, on retombe aussi sur un premier projet qui est l'accès aux carrières académiques. Donc on a un échantillon qui a envie d'aller dans l'ESR. Donc 4 phases, je candidate au CNU, après si je suis qualifié, je peux candidater à un poste de maître de conf et éventuellement être recruté. Alors en AT+3, on a 8 personnes sur 107 qui sont dans une trajectoire linéaire d'accès à un poste de maître de conf en France, en suivant cette procédure normée, qualification et accès à un poste de maître de conf, ce qui est relativement faible. On a fait une petite typologie des trajectoires, donc 4 types de trajectoires en croisant 2 variables binaires. Donc est-ce que je vais dans l'ESR, non ESR, et est-ce que je suis stabilisé ou non stabilisé. Donc voilà, on a 4 types de trajectoires et on va regarder un petit peu en fonction de chaque moment quel type de trajectoire on retrouve. Alors d'abord, parmi les personnes qui ne candidatent pas au CNU, on a 9 ESR qui sont stabilisés, mais à l'étranger. Donc là, on va retrouver nos docteurs de nationalité étrangère qui vont trouver un poste grâce au doctorat dans leur pays, mais en court-circuitant finalement les procédures d'accès à l'emploi scientifique en France parce que ce n'était pas leur projet. Et bien sûr, des personnes qui vont être stabilisées hors ESR parce qu'on peut penser que l'ESR n'était pas leur projet initial. Ensuite, des personnes qui vont candidater sans être qualifiées. Donc cette fois-ci, voilà, on va avoir essentiellement des personnes qui vont sortir du système et qui vont aller dans le non-ESR. Ensuite, des personnes qui sont qualifiées mais qui ne candidatent pas à un poste de maître de conf. Donc là, ça consisterait, c'est ce qu'on appelle l'évaporation académique. J'ai la qualification mais je ne candidate pas. 2 hypothèses interprétatives. Soit il n'y a pas de poste qui corresponde à mes attentes qui peuvent être scientifiques ou géographiques, ou je consolide mon dossier scientifique avant de postuler parce que la qualif étant valable plusieurs années, j'estime que j'aurai plus de chance l'année qui suit. Et enfin, des personnes qui candidatent à des postes de maître de conf sans être recrutés. Alors là, ceux qui sont en poste non ESR, ils sont davantage orientés enseignement que recherche. Voilà, petite anecdote. Et nos 8 qui sont stabilisés. Alors très rapidement, pour basculer un petit peu sur le quali, donc premier tableau, là, c'est si je croise mes deux variables ESR, non ESR, stable, non stable, donc c'est mes 107 qui ont répondu à l'enquête, et en dessous, les 25 avec lesquels on a mené des entretiens. Donc les entretiens ont été menés avec les personnes qui l'ont accepté, donc aucun caractère représentatif de l'échantillon. On a une surreprésentation des personnes qui sont stabilisées, qui ont peut-être plus facilement accepté un entretien, et on n'a pas de cas de non-ESR non stabilisés. Donc là, on a 4 types de trajectoires sur lesquelles je vais terminer la présentation. Donc les ESR qui sont stabilisés, les ESR non stabilisés, et parmi les non-ESR, donc qui sont en poste hors ESR, mais qui sont stabilisés, je distingue 2 populations. Ceux qui sont sortis directement, on va dire, sans demander la qualif, et ceux qui sont aujourd'hui hors ESR, mais qui avaient demandé la qualif. Parce que c'est quelque chose qu'on peut essayer d'interroger. Alors, l'entretien, chronologiquement, on l'a fait par rapport aux différentes étapes du parcours. D'abord, le contexte de l'entrée en doctorat, d'où je viens, pourquoi j'ai fait une thèse et dans quel cadre institutionnel j'ai réalisé ma thèse, quelle discipline et est-ce que j'étais financé. Comment le doctorat s'est déroulé, quelle durée, est-ce que j'ai enseigné pendant la thèse et comment, a posteriori, je perçois ma thèse, et l'expérience de thèse, et comment je me positionne à la sortie du doctorat, comment je me représente le système académique, quelle est ma situation personnelle et les contraintes éventuelles géographiques, et est-ce que mon projet a été satisfait depuis la sortie de thèse. Alors forcément, comme on est sur du quali, il y a toujours un risque de biais narratif où les gens peuvent finalement a posteriori reconstruire un peu le discours. On a essayé d'évacuer ça au maximum dans la façon dont on a conduit l'entretien, mais c'est forcément lié à une méthode de recherche qualitative. Alors sur les trajectoires ESR qui sont stabilisées, donc ceux qui aujourd'hui sont maîtres de conférence, on a dégagé 2 profils. Un premier profil, c'est ce qu'on a appelé des locaux, pour qui la thèse était souvent une continuité personnelle et géographique sans réel projet professionnel. Bon, j'ai fait une thèse, j'avais une opportunité de financement, c'était que des personnes qui étaient financées, j'ai fait mon master à Poitiers, bon pourquoi pas, ils ont vu ça un peu comme un CDD de 3 ans finalement.
Deuxième profil, c'est des docteurs étrangers pour qui la thèse est intégrée dès le début de la thèse dans une stratégie de retour et ils ne sont pas entrés dans le circuit de recrutement académique français parce qu'ils avaient pour projet de rentrer dans leur pays d'origine. Alors un petit portrait d'un doctorant gabonais voilà, qui est venu faire une thèse en France et il nous dit, quand je suis arrivé à Poitiers, je me suis assis sur le petit lit là, dans sa chambre Crous et j'ai tout de suite su à ce moment-là que je reviendrai tôt ou tard au Gabon. Il y a un ancrage aussi qui fait que alors après il dit voilà, la thèse s'est très bien passée et le doctorat pour lui était un signal énorme dans son pays d'origine, mais il nous dit très bien, je suis parti sans vraiment avoir cherché d'emploi académique en France. Quand je voyais mes collègues docteurs français qui galéraient, pour moi c'était pas la peine. Donc là on voit bien que dans la construction de la trajectoire, le déterminant géographique et personnel est très important. Deuxième type de trajectoire, les trajectoires ESR, mais qui ne sont pas encore stabilisées. Donc là, ce qu'on observe, c'est que c'est des gens qui sont très mobiles, à l'étranger surtout, mais en aval de la thèse. Si je veux un poste, de toute façon, je dois être mobile. Parce que je fais un postdoc, 2 postdocs, 3 postdocs. Donc c'est essentiellement des gens qui sont en sciences dures. Ils ont échoué dans les auditions. Ils sont très critiques par rapport au processus de sélection. Donc ils vont dire souvent ça se joue sur des critères extra-scientifiques. Et ils ont une volonté forte de rester dans le circuit. Donc ça fait 3 ans que je cumule ATER et postdoc, donc c'est pas pour arrêter. Donc volonté de rester dans le circuit, mais quand même on sent une relative ouverture au domaine privé parce qu'il va bien falloir finir par se stabiliser. Donc là encore, petit exemple, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas trop le temps. Trajectoire non ESR stabilisée directe. Donc là, ça veut dire que c'est des personnes qui sont aujourd'hui hors ESR, mais qui n'avaient pas demandé la qualif. Donc on peut penser que c'était le projet initial. Ce qu'on observe, c'est que c'est des personnes qui, à l'entrée en thèse, étaient réellement motivées, qui avaient une passion très forte pour le sujet, passion qui, en amont de la thèse, avait généré une mobilité. Donc c'est des personnes qui n'étaient pas originaires de Poitiers, mais qui étaient vraiment passionnées pour le sujet qui était proposé, et ils sont venus à Poitiers pour ce sujet. Plutôt profil sciences exactes financé. Ils n'ont pas fait de postdoc ni d'ATER, et ce qui les caractérise fortement, c'est la prédominance de la dimension personnelle sur la dimension professionnelle, essentiellement pour les femmes. Alors là, exemple d'une personne qui a fait sa thèse en chimie-biologie, thèse financée, et donc elle dit à la fin être maître de conf, c'est un projet qui l'aurait plu, mais trop coûteux en termes de vie personnelle. Et donc la mobilité qui était liée au fait de devoir réaliser un postdoc conjointement, c'était pas possible parce que son mari avait un emploi stable et n'était pas mobile. Donc là on voit l'intervention de déterminants aussi extra-professionnels sur des choix de carrière. Voilà. Et je vais arrêter. Donc, juste quelques mots de conclusion pour terminer. Voilà, alors, essayez enfin bon, c'est plus facile à lire, je pense, dans l'article, parce que là, c'est trop rapide, mais essayez de sortir d'une vision un peu binaire des trajectoires en montrant que c'est relativement complexe. Les trajectoires linéaires d'accès à un poste de maître de conf est très minoritaire. Il y a un décalage très fort entre les motivations initiales à l'entrée en thèse et puis la façon dont je vais mettre en œuvre mon projet, avec finalement, paradoxalement, des ESR stabilisés qui pouvaient paraître moins motivés au départ, mais qui se sont faits aussi dans les histoires de vie, on se rend compte, fortement portés par l'encadrant aussi. Et un parcours un peu construit au fur et à mesure, mais sans réelle anticipation, et un enchevêtrement des dimensions à la fois professionnelles, personnelles et géographiques, avec pour certains et certaines des renoncements à la carrière académique, qui se fait souvent dès la fin de thèse, donc plus fréquent voilà, chez les femmes, et une mobilité nécessaire avant stabilisation, souvent, surtout dans certaines disciplines où le postdoc est obligatoire, entre guillemets. Voilà, je vous remercie.